live et interactif sur la Make Sense TV pour monter sur les épaules d'un expert, de sociologue, d'entrepreneur, de citoyens engagés, etc. Aujourd'hui également d'agriculteurs et de tout type d'acteurs de la société qui vont nous parler de sujets liés aux défis sociaux et environnementaux qu'on rencontre actuellement. Et donc aujourd'hui, on fait toute une série de webinaires sur la question de la finance durable. Est-ce qu'une transition de la finance est possible ? Est-ce un mythe ou une réalité ? Et on avait envie de s'attacher plus précisément aujourd'hui à la question du lien entre la finance et l'agriculture, puisque la question des circuits qui mènent les aliments jusqu'à nos assiettes a été un sujet d'actualité récemment. Très bien, et on reçoit aujourd'hui deux personnes qui on laissera se présenter après, Emmanuel Paya de Bluebees et Sophie Cucheval qui travaille chez Mimosa. Mais avant de commencer cette conférence, peut-être on vous propose un petit icebreaker. Léa ? Tout à fait. Alors, si jamais vous pouvez soit mettre vos caméras, soit répondre sur le chat, j'ai une petite série de questions à vous poser avant qu'on se lance pour savoir un petit peu à qui on s'adresse. On voulait savoir déjà qui connaît Make Sense avant de… Est-ce que vous connaissez Make Sense avant de participer à cet épisode ? Vous pouvez lever la main si c'est le cas ou alors mettre dans le chat. Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a des noms ? Tout le monde connaît ? Tout le monde connaît presque. Tout le monde connaît. Est-ce que certains étaient là au précédent épisode sur la finance qui accueillait notamment le directeur de la NEF, Banque Éthique, Bernard Orenbeck ? Non, 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 non. Alors, c'est pas grave, je vais vous mettre le lien replay pour aller le voir. Qui connaît déjà Bluebees ou Mimosa avant de venir à la conférence ? Est-ce que vous pouvez lever la main si c'est le cas ? Ou alors le mettre. Il y en a quelques-uns, la moitié, je dirais. Oui, non, juste de non, bof. Oui, d'hier. Pas vraiment. Ok. Qui d'entre vous fait partie du programme Réaction Alimentation ? On voit les mains qui se lèvent. Il y a des oui, il y a des non. Émilie, oui. Pierre, non. Stéphane, non. Des oui, des non. Les réactions tout court aussi. Les réactions tout court. Et dernière question, est-ce que vous pensez qu'une transition de la finance vers une finance plus durable, plus inclusive, c'est un mythe ou une réalité ? C'est une possible réalité. Donc, oui, c'est possible réalité. Non, vous n'êtes pas du tout optimiste. À voir un peu des deux. Possible sous condition. Il faut qu'on le rende possible. Alors, je ne vois pas les commentaires sur Facebook. J'ai regardé aussi. Une réalité à développer. Eh ben, c'est tout l'objet aussi du sujet d'aujourd'hui, c'est de se rendre compte quelles sont les actions possibles et qu'est-ce qu'on peut développer aujourd'hui pour rendre cette transition, et notamment en faveur de l'agriculture, plus crédible, plus durable et montrer comment chacun d'entre vous, en vous inspirant et en découvrant davantage d'informations sur le sujet, vous pouvez devenir acteur. Et c'est pourquoi on va accueillir nos deux expertes. Antoine, je te passe la parole. Alors, tout à fait. Donc, aujourd'hui, on va parler blé, on va parler oseille, on va parler agriculteur dans les… et on va accueillir du coup Emmanuel Paya et Sophie Cucheval. Peut-être, Emmanuel, je te laisse te présenter brièvement pendant 5 minutes. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Emmanuel Paya, j'ai 42 ans. Et j'ai une formation financière à la base. J'ai été contrôleur de gestion pendant quelques années. Ensuite, j'ai développé la comptabilité carbone chez Nature et Découverte. Donc, au lieu de jongler avec des euros, je jonglais avec du CO2, mais finalement, c'était aussi des chiffres. Et ensuite, donc pendant 5 ans, j'ai travaillé chez Carbone 4. Donc, j'ai fait 7 ans de bilan carbone. Donc, voilà, je connais bien le sujet du changement climatique. Et du coup, ensuite, j'ai rejoint Bluebees, en fait, qui avait été créé par Maxime de Rostolan, un ingénieur qui a créé aussi Ferme d'Avenir. Et donc, depuis 5 ans, je développe la plateforme qui fait du prêt et du don participatif. Et en fait, ça permet de réconcilier, je fais de la finance et aussi du marketing pour faire émerger des projets vertueux dans l'agriculture. Et le but de Bluebees, vraiment la mission de Bluebees, c'est de gérer la transition agricole, d'accélérer cette transition agricole vers un mode plus durable. Et c'est ça notre mission, c'est ça qu'on a à cœur et c'est le fil rouge entre tous nos projets. Tous nos projets sont
des projets d'agriculture diversifiée, d'agriculture paysanne, qui permettent à des agriculteurs d'être plus autonomes. Et on le voit durant cette cette crise sanitaire, nos agriculteurs se portent plutôt bien parce que justement, ils ont développé une agriculture très résiliente. Et pour le coup, voilà, ils remboursent leur emprunt, etc. Donc, on voit qu'on est dans la solution, notamment actuellement. Voilà, on en parlera un peu plus longuement Ouais. plus tard, si vous voulez. On va parler de tout ce qui se peut se faire et tout ce que les citoyens ici présents et citoyennes peuvent mettre en œuvre depuis chez eux avant la fin du confinement. On va aussi du coup donner la parole à Sophie Cucheval. Sophie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, bonjour à tout le monde. Donc du coup, moi je m'appelle Sophie, je suis directrice des opérations chez Mimosa depuis un peu plus de 4 ans maintenant. J'ai un parcours super classique avant. J'ai 30 ans, moi j'ai fait Sciences Po, j'ai d'abord bossé dans le secteur public. J'avais une fibre un peu intérêt général. J'ai continué ensuite à faire du conseil auprès de ministères et de collectivités, donc un peu dans la même veine, avant de rejoindre Mimosa, pour une raison assez simple, et je pense que beaucoup de gens rencontrent aujourd'hui dans ma génération. J'avais besoin de concret, j'avais besoin d'immédiateté, de plus d'agilité. Et du coup, le fait de rejoindre une structure qui est plus petite, comme Mimosa, bah, ça permet de se rendre compte de l'impact de ce qu'on fait au quotidien, du sens qu'on peut avoir dans son travail. D'où ma présence depuis 4 ans. Et donc Mimosa, c'est une plateforme de financement participatif, de crowdfunding, dédiée à la transition agricole, alimentaire et énergétique. On fonctionne en quelque sorte finalement comme à la fois un révélateur et un accélérateur de ces transitions. Donc révélateur à travers une plateforme, c'est le site internet de Mimosa, mimosa.com avec 2 i, Mimosa, sur lequel vous pouvez retrouver les 2800 projets qu'on a accompagnés donc en France et en Belgique, avec une belle diversité de filières et de projets donc, au service des transitions agricoles alimentaires. Et puis, accélérateur, finalement, grâce aux outils de financement qu'on met à disposition aujourd'hui des agriculteurs et des entrepreneurs alimentaires, le don et le prêt, donc comme Emmanuel l'a mentionné auparavant, qui sont ouverts à la fois aux particuliers, donc vous comme moi, mais aussi aux personnes morales. On aura peut-être l'occasion d'en parler, et qui permettent du coup de financer des collectes aussi un petit peu plus importantes. Nous, depuis 5 ans qu'on existe, on a collecté 25 millions d'euros à travers ces différents projets, 10 millions l'année dernière. Et cette année, on espère collecter 20 millions d'euros du coup au service de ces différents projets. Voilà. Très bien. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Et donc, nous deux, on se présente aussi, vu que les 2 animateurs du jour. Donc, moi, je m'appelle Léa. Antoine. Bonjour Léa. Moi, je m'appelle Antoine. Tout le monde m'appelle Tinou, au cas où il y a des participants qui ne me reconnaissent pas. Et du coup, on fait partie d'une organisation qui s'appelle Make Sense, qui connecte entre eux des citoyens, des entrepreneurs sociaux et des organisations. Et on a accompagné depuis 10 ans environ 150 000 citoyens engagés et soutenu environ 5 000 projets. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on a envie d'aller plus loin et de sensibiliser un maximum de personnes sur les enjeux liés à la finance, à la transition et à l'agriculture. Notamment dans le cadre du programme Réaction qu'on a lancé très récemment, où on incite les citoyens à s'activer pour faire advenir une alimentation plus juste et durable. Et justement, dans les pistes d'action qu'on donne à ces citoyens et à ces citoyennes qui sont présents aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont liées au financement. Et ce qu'on encourage, en fait, la plupart des gens qui viennent nous voir, c'est avant de se ruer sur la solution, c'est d'essayer de comprendre quels sont les besoins des agriculteurs. Parce que beaucoup de gens pensent qu'on va enfiler des bottes et on va sauver les agriculteurs d'une faillite certaine, mais peut-être que les agriculteurs et agricultrices ont d'autres besoins. Emmanuel, peut-être, à travers peut-être des exemples de gens qui se sont financés via votre plateforme, est-ce que vous pouvez nous dire, en gros, les grandes catégories de besoins des agriculteurs et agricultrices ? Alors, si vous parlez des besoins financiers, il y en a plein. Voilà, donc aujourd'hui, on finance à la fois des serres, du matériel, des petits bâtiments, enfin, des poulaillers. Voilà, donc ça, c'est notre boulot. Si vous voulez savoir ce que les citoyens peuvent faire aujourd'hui, ils peuvent mettre leur argent
au service de ses besoins, voilà, qui sont plutôt des besoins matériels pour faire avancer les exploitations des agriculteurs. Mais il y a pas mal de choses aujourd'hui qu'ils peuvent faire aussi, c'est leur acheter, on a notamment des brasseurs, des viticulteurs aujourd'hui qui sont en difficulté parce qu'ils n'arrivent pas à vendre puisqu'ils vendaient surtout aux restaurants ou aux cavistes. Et donc aujourd'hui, on a mis en place des campagnes de vente en ligne sur Bluebees pour que vous puissiez acheter directement leurs produits et ils vous livrent. Voilà, donc on a mis des opérations de vente en ligne pour leur trouver de nouveaux débouchés commerciaux, quoi. Voilà, donc Bluebees aujourd'hui sert de plateforme de vente aussi pour des débouchés, donc pour des viticulteurs, des brasseurs comme la brasserie de Lettres qui est à Paris. Donc si vous commandez aujourd'hui, demain ils vous livrent des bières chez vous. Et voilà, donc ça c'est une action qu'on fait en ce moment qui est juste à court terme liée à la crise. Après, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'il y en a qui sont pas très bons en communication, qui auraient besoin d'être coachés. Et donc là, je fais appel à tous les gens qui sont graphistes, qui sont bons en marketing et qui ont envie d'aider. Voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient besoin qu'on leur refasse leur identité visuelle, qu'on les aide à faire une page Facebook, qu'on les aide à prendre de belles photos. Hein. Voilà, si vous êtes photographe, le fait d'aller prendre des belles photos de l'exploitation, faire une page d'un site internet, ça aurait beaucoup de valeur, je pense, pour aider des agriculteurs aujourd'hui, parce que la communication aujourd'hui, c'est très, très important pour vendre, surtout quand on va en circuit court. Donc ça, c'est volet communication, volet vente, donc voilà, acheter au plus près du producteur. Après, on peut aider des associations comme Solidarité Paysan qui ne sont pas très connues. En gros, c'est SOS détresse agriculteurs, quoi. Ils répondent au téléphone et voilà, c'est des associations qui ont aujourd'hui peu de moyens. On leur a coupé des subventions. On a fait une campagne pour Solidarité Paysan Limousin. C'est des gens qui sont des bénévoles et qui aident des agriculteurs en très, très grande difficulté. Et donc, typiquement, étoffer leur équipe, les aider financièrement, voilà, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire connaître parce que tout le monde ne connaît pas ce réseau, Association Solidarité Paysan. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Comment ça fonctionne, Sophie, un agriculteur qui veut se financer en général et qu'est-ce qui se passe en fait exactement différent entre son installation, peut-être dans les péripéties de son exploitation ou quand il va passer la main? C'est quoi les gros besoins des agriculteurs en termes de financement? En fait, c'est assez compliqué de répondre à la question parce que ça va vraiment dépendre des filières, des typologies de projets, effectivement du stade de vie de l'exploitation. Est-ce qu'on parle d'une installation, d'une reprise d'exploitation, d'un projet de développement, d'un projet de diversification? Donc, on ne va pas du tout avoir le même besoin de financement. Tu vois, si je prends par exemple une filière en élevage laitier, tu peux te diversifier ton activité et acheter une écrémeuse pour 5 000 euros. Si tu veux t'installer aujourd'hui avec une production laitière de 300 000 litres de lait, le ticket d'entrée, il est à 600 000 euros. Donc, en réalité, tout dépend un petit peu ce dont on parle. Au global, on est quand même face à un secteur qui a des gros besoins d'investissement en matériel, en foncier, en cheptel, comme on l'évoquait, et qui sont aujourd'hui quand même renforcés par les enjeux de transition auxquels font face les exploitations, que ce soit une conversion en agriculture biologique, que ce soit de l'agroécologie, de la transition énergétique. Installer aujourd'hui un méthaniseur à la ferme, c'est un investissement qui est assez lourd et donc on a des enjeux qui sont importants. Nous, ce qu'on voit un petit peu sur Mimosa, peut-être pour te répondre sur les besoins un petit peu qu'on voit à travers la plateforme et donc les besoins auxquels répondent les personnes qui viennent chez nous. Alors, on a beaucoup de dossiers qui vont être cofinancés avec la banque. Nous, on va arriver en complémentarité. Tu vois, à peu près 8 projets sur 10 en prêt participatif vont être financés avec un acteur bancaire. On va soit intervenir sur justement aider les agriculteurs à avoir un peu de fonds propres de manière à débloquer une situation bancaire. C'est le cas, par exemple, sur des projets de transition énergétique, quand je parlais d'un méthaniseur.
On va pouvoir intervenir pour financer de l'immatériel, même si effectivement, ce n'est pas le gros besoin. Mais aujourd'hui, les banques ont du mal à financer de l'immatériel parce qu'on ne peut pas prendre de garantie sur de l'immatériel. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Alors que Mimosa comme Bluebees, on finance sans prendre de garantie, sans caution, sans nantissement. Donc ça allège quand même le plan de financement. Et puis, on a un besoin aujourd'hui, alors peut-être un peu plus lié encore, un peu plus renforcé par la crise, qui est celui de la rapidité et de la simplicité. On voit aujourd'hui qu'il y a une certaine inertie des banques pour répondre au financement de projets de développement. Et on a des agriculteurs qui viennent parce qu'ils ont, le besoin de financer rapidement et assez simplement un de leurs projets. Donc, ouais, voilà ce que je pourrais te répondre. Merci beaucoup. Et du coup, pour vous, par rapport à un peu cette chaîne et cette filière du financement du monde agricole, donc ce qu'on entend, c'est que c'est essentiellement aujourd'hui des banques qui financent à travers du prêt et donc qui qui génèrent aussi de l'endettement chez les agriculteurs et qu'ensuite il y a des particuliers qui viennent aider notamment à travers des plateformes comme les vôtres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que la crise a généré ? Est-ce qu'il y a des éléments, quel est l'impact aujourd'hui de cette crise sur le financement, comme tu venais de l'évoquer, là, il y a des banques qui pourraient être éventuellement un peu plus frileuses. Et selon vous, si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez pour que justement cette finance soit plus durable, plus inclusive ? Je laisse l'une de vous, peut-être l'autre peut compléter. Alors, la baguette magique, moi il y a un serpent de mer qu'on essaie de débloquer depuis 5 ans, c'est que les banques ont le droit à des fonds de garantie. Ils ont accès à des fonds de garantie de la BPI, du Fonds européen d'investissement, et nous, on a le droit à rien parce qu'on est trop petits. On n'est pas considérés comme des banquiers, comme peut-être des vrais professionnels, je ne sais pas, on est trop petits. Et du coup, voilà, donc nous, on prend vraiment des risques importants. Et c'est vrai que si on avait des fonds garantis, ça nous aiderait à financer, à aller sur des montants peut-être plus gros de financement. Donc ça, c'est le premier truc, c'est la garantie. Voilà, il faut savoir qu'aujourd'hui, les banques, elles sont aidées par des outils financiers, par l'État, quoi. Ça, c'est le premier truc. Moi, ce que je dis aujourd'hui aux agriculteurs, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Comme il faut diversifier. La résilience, c'est diversifier les activités agricoles, c'est diversifier les clients, mais c'est aussi diversifier les financements. Parce que le jour où vous avez un problème, où vous avez un problème, si vous n'avez qu'une banque qui vous coupe les vivres, vous n'avez qu'un seul financeur, vous allez être beaucoup plus mal que quelqu'un qui a trois comptes bancaires ou qui a un prêt chez Bluebees, un prêt chez Mimosa et une banque. Voilà, c'est très important de diversifier parce que ça change les rapports de force du coup pour l'agriculteur. Et puis il faut savoir que l'intérêt du prêt participatif, c'est que vous êtes sur des prêteurs qui sont patients. Clairement, les gens qui ont mis de l'argent sur Mimosa ou Bluebees, ils ne veulent pas leur argent demain. Ils font ça parce qu'ils ont eu un coup de cœur pour le projet. Donc là, ils n'attendent pas un retour sur investissement immédiat, etc. Et donc, s'il y a du retard, et clairement, il y en a, hein, parce qu'il y a toujours des coups durs en agriculture, c'est un métier très difficile, il y a des aléas climatiques, etc. Si l'agriculteur il dit voilà, moi je suis en retard parce que j'ai tel coup dur, clairement on n'envoie pas de lettre recommandée. On ne va pas lui envoyer des indemnités de retard, on ne va pas lui couper et le mettre une société de recouvrement sur le coup. Donc on est dans l'empathie, un financement solidaire où clairement s'il y a un souci, et ben on attend. Voilà, on attend, on dit aux gens, vous patientez, vous n'aurez pas votre argent tout de suite, votre remboursement tout de suite. Et ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur et ça aura encore plus demain dans un environnement de plus en plus incertain, puisqu'on est dans un monde qui va être de plus en plus incertain, avec des crises qui vont peut-être se répéter. Et donc, de diversifier ces sources de financement, c'est important. Et aujourd'hui, nous, c'est l'argument numéro 1. On leur dit évidemment que les banques sont importantes, évidemment qu'elles ont aujourd'hui des coûts elles sont moins chères. Hein. C'est qu'elles prêtent à taux entre 0 et 1. Nous, on ne peut pas prêter entre 0 et 1. Donc, elles prêtent à des coûts moins chers. Mais en revanche, il y a d'autres désavantages, inconvénients, notamment sur
le fait que voilà, si vous avez un problème de remboursement, c'est plus compliqué. Il y a moins d'empathie chez le banquier que quand c'est la foule qui prête. Voilà. Sophie, peut-être un mot aussi sur toi, un peu ton analyse de comment la crise a impacté peut-être ces chaînes de financement et si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez? Et du même conseil que Emmanuel donne aux agriculteurs, c'est le même conseil qu'il faut donner aux citoyens et à vous si vous souhaitez prêter de l'argent sur des plateformes. Ne mettez pas vos œufs dans le même panier, puisque comme le disait Emmanuel, il peut y avoir un agriculteur qui a un peu de retard suite à un aléa climatique, suite à un problème, là où l'autre ne va pas l'avoir. Donc ne mettez jamais, si vous avez 1 000 euros à investir, ne mettez même 1 000 euros sur un même projet, mais mettez plutôt 250, 250, 250, 250 sur 4 projets. Donc voilà, l'argument est vrai dans les deux sens. Il faut faire de la polyculture du prêt. Pardon ? Faut pas faire de monoculture, ni dans les champs, ni sur une livret épargne. Si on veut continuer à filer la métaphore, on va essayer de le faire jusqu'à 18h. Ça va peut-être être compliqué, mais… non, mais je vais pas répéter ce qui a été dit, mais on est effectivement sur un secteur plus résilient que d'autres et finalement, on voit que le secteur agricole n'est pas celui qui a été le plus impacté par la crise actuelle. Personne ne s'arrête de manger. Il y a moins de fortes hausses ou de fortes baisses. Et effectivement, nous, ce dont on se rend compte, c'est dans la typologie de projets qu'on accompagne. Finalement, on a un portefeuille de projets, on a un peu plus de 100 projets qu'on a accompagnés. On a aujourd'hui 8 projets sur lesquels on a revu les échéances de remboursement suite à la crise. Donc, c'est finalement pas énorme. Et comme ce sont des épargnants qui, effectivement, ont à cœur de soutenir le monde agricole, ben, en fait, on leur explique qu'ils ont presque, enfin voilà, ils rentrent dans l'histoire du projet, ils ont investi pour justement donner du sens à leur épargne. Donc ça se passe bien. Après, plus que des solutions, je pense qu'il faudrait revenir sur le problème de l'endettement que tu évoquais. Le problème de l'endettement, à un moment, c'est la question de la valorisation de la production agricole. Donc, à un moment, en fait, là, ce que montre cette crise aussi, c'est que il y a des questions qui n'ont toujours pas été réglées. Enfin, l'enjeu des états généraux d'alimentation qui ont eu lieu, c'était quand même un moment d'inverser la formation du prix pour que ça ne soit pas la grande distribution qui dicte sa loi, mais qu'on parte du coût de revient de l'agriculteur. Et donc, c'est aussi de ça dont il faut parler quand on parle de l'endettement d'un agriculteur, qui peut être en plus un cercle vicieux parce que moins tu es payé. Alors, Emmanuel évoquait des modèles plus résilients. Effectivement, il y a plein d'agriculteurs, et c'est ceux qu'on accompagne, qui vont plutôt essayer de valoriser différemment leur production, qui vont diversifier leur activité, qui vont faire de l'accueil à la ferme. Et puis, tu en as d'autres qui vont accroître l'exploitation, par exemple, pour essayer d'accroître la production. Donc, tu peux avoir un cercle un peu vicieux. Et puis, après, il y a la question du prix qu'on est, nous, prêts à payer pour notre alimentation. Quand on a un budget des ménages qui est passé de 38 à 14% sur l'alimentation, même 7% aux États-Unis, il y a peut-être aussi des questions à se poser derrière cette crise sur notre responsabilité individuelle par rapport à ça. Et puis, il y a une question, j'ai l'impression que j'ai vu une question passer, mais sur l'avenir de l'agriculteur pour clôturer cette question de l'endettement, c'est aussi que les agriculteurs soient mieux rémunérés pour leur activité première, qui est celle de produire, mais également peut-être rémunérés pour plein d'autres choses aujourd'hui qu'ils font, pour lesquelles ils ne sont pas payés. Typiquement, on a la chance de boire de l'eau qui n'est pas polluée. Les agriculteurs stockent du carbone, c'est une des seules professions à pouvoir le faire. Les agriculteurs entretiennent le paysage, nous permettent de vivre dans un cadre agréable. Et tout ça, ce sont des externalités positives sur lesquelles on pourrait imaginer aussi un business model, un modèle économique qui permette aussi de répondre à cette question-là. C'est intéressant, ça rejoint aussi une question qui a été posée par Nathalie. Parce que moi, j'ai des agriculteurs qui font ça tout autour de chez moi, mais j'en ai quelques-uns quand même qui polluent sacrément les nappes phréatiques. Bon, je ne suis pas enceinte, mais globalement, là, j'aurais plus le droit de boire de l'eau de source là, à côté de chez moi. Est-ce que vous avez des critères, vous, pour définir les agriculteurs et les agricultrices avec lesquels vous travaillez et auxquels vous accordez des prêts?
Nous, en fait, chez Bluebees, on prend uniquement des projets qui sont en agriculture biologique. Donc, on se base quand même, on ne peut pas aller sur toutes les fermes, ça ne serait pas rentable. On est 2,5, donc c'est un peu compliqué. Déjà, on se base parfois sur l'analyse de… Quand on est en cofinancement bancaire, on se base aussi sur… le banquier, lui, il se déplace. Donc, on se base sur l'analyse du banquier. Et puis sinon, on se base sur les labels. Sur le fait que, on ne va pas lui demander de compter les vers de terre qu'il a dans sa terre. Évidemment, on est pour la rentabilité en triple capital. On aimerait que le jour où ce sera rémunéré, le fait de faire de l'agroécologie, qu'on rémunérera les agriculteurs pour les écosystèmes, les services rendus. Là, oui, on pourra imaginer de chiffrer ça, mais aujourd'hui, c'est difficile à chiffrer. Et donc, on se base sur le label. Et puis, on lui pose des questions, on lui demande son itinéraire technique, il nous envoie des photos. Donc, on se base sur les photos, l'itinéraire technique, on pose des questions, comment tu travailles, etc. Mais ça reste de l'oral, on ne va pas vérifier, on ne fait pas d'audit, quoi. Et voilà, donc c'est juste pour revenir sur l'endettement. Nous, on n'est pas sur des gros projets d'agriculture, puisqu'on est plutôt sur des petites surfaces, sur de la petite agriculture. Et du coup, on n'a pas de gens très, très endettés avec des gros tracteurs et des grosses exploitations. Voilà, c'est pas l'agriculture qu'on finance. De toute façon, ces gens-là ne nous connaissent pas, ils ne connaissent pas Bluebees, ils vont généralement voir leur banquier. Et voilà, on voit aussi un sujet, c'est la fracture numérique. C'est-à-dire qu'effectivement, les plus jeunes sont plus connectés. Donc, les néo-paysans vont être vont plus connaître ces financements alternatifs, mais les agriculteurs traditionnels de 55 ans, clairement, ils connaissent moins. Ils sont moins connectés à tout ça, quoi. Pour compléter, alors nous, l'analyse, elle va dépendre un peu dépendre de l'outil utilisé. C'est-à-dire soit le don, soit le prêt participatif. Typiquement, en don avec contrepartie, on n'aura pas d'analyse financière pour accompagner le projet. Là où on aura une analyse financière sur le prêt participatif, puisque forcément, on engage avec nous des épargnants sur le projet. Et effectivement, en plus de ça, on accompagne uniquement des projets qui sont des projets de transition, pas forcément uniquement sur la partie sur l'agriculture biologique. On va accompagner d'autres types d'agriculture, notamment en agroécologique, et pas forcément uniquement sur des petites exploitations, puisque alors forcément on est plutôt en don avec contrepartie, donc sur la majorité de nos projets sur une typologie d'exploitation plutôt petite, moyenne, assez diversifiée, 70% en agriculture biologique, qui vont vendre en circuit court. Et on va toucher un peu plus de filières longues, ça veut dire qu'ils vont être inscrits dans des circuits de distribution un peu plus longs. Là, par exemple, on a une collecte en ce moment en cours en prêt participatif, du coup, qui est un collectif de 22 agriculteurs en Occitanie qui font de la céréale en agroécologie et qui les livrent à des biocoop. Donc là, on est sur des filières forcément un peu plus longues et pas forcément sur du très local, mais qui sont des projets qui sont intéressants à la fois en termes d'emploi socialement et puis agronomique, puisque là, on est sur une démarche d'agroécologie. Donc pareil, tout se fait en ligne et on va s'appuyer sur les partenaires techniques, sur les partenaires financiers autres du projet, puisqu'il y en a toujours d'autres. Sur une étude plus approfondie du projet. Et par rapport justement aux agriculteurs qui candidatent chez vous, une question aussi qui a été posée par Nathalie d'ailleurs, qui a plein de questions. Super. Donc n'hésitez pas tous, ceux qui n'ont pas vu dans le chat, il y a un chat. Si vous avez des questions à poser aux intervenants, vous les posez petit à petit. On essaie de suivre un peu un fil de conversation, mais on les prend et on les pose, vous inquiétez pas. Une question, c'est est-ce que vous voyez des tendances justement d'évolution dans les types de projets qui candidatent chez vous, voilà, sur vos plateformes? Ouais, on voit des tendances. Nous, on fait de l'agriculture et de l'alimentation chez Mimosa. Donc là, j'y pense parce qu'on a eu récemment des projets, mais on a beaucoup de projets, par exemple, d'épicerie vrac, de zéro déchet. Ça, c'est vraiment une tendance de consommation et une tendance de projet qu'on a énormément sur la plateforme.
On a on a eu quelques projets dans l'univers de ce qu'on va appeler la food tech, donc des startups qui vont on a financé par exemple Rutabago, qui est une startup qui livre des repas bio. Donc pas mal de projets sur ce secteur-là. Et dans les projets agricoles, on a beaucoup de projets en agritourisme, beaucoup d'ouverture de gîtes, d'accueil à la ferme, de fermes pédagogiques. Donc beaucoup de liens entre le citoyen et l'agriculteur, beaucoup d'agriculteurs qui reçoivent. Et après, énormément de projets de diversification. Des agriculteurs qui n'avaient pas forcément une activité de transformation à la ferme et qui vont réintégrer une activité de transformation. Je pense par exemple à une exploitation laitière qui était en filière longue, un agriculteur qui a 60 ans, qui depuis 40 ans livrait son lait à une coop dont je tairai le nom, et qui a décidé à un moment de transformer une partie de sa production. Donc il transforme à peu près 5% de sa production, pour vous donner un ordre de grandeur, à peu près 5% de sa production en glace. Il vend ses glaces en Normandie, il a la chance d'être dans une région un petit peu touristique, et c'est 30% de son chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc en fait, c'est là où on voit que l'enjeu de diversification, parfois en termes de création de valeur, il peut être important, et on a beaucoup de projets de ce type-là. Nous, on a beaucoup de projets de néo-paysans. Beaucoup de gens qui ont qui ont déjà eu une expérience professionnelle, qui viennent du monde urbain et qui s'installent, qui achètent un bout de terrain, une micro-ferme pour faire du maraîchage et parfois poules pondeuses ou petits fruits, voilà, plusieurs activités qui permettent d'avoir plusieurs revenus et de pas encore une fois mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais voilà, donc on sent un vrai retour à la terre. Beaucoup de gens qui changent complètement de vie, qui passent du journalisme chez BFM TV à un maraîcher sur 2 hectares en Normandie. Voilà, des gens qui étaient dans le nucléaire qui deviennent apiculteurs. Beaucoup de néo-paysans non issus du milieu agricole. C'est un peu ça aussi une des tendances. Ouais, et qui est une vraie tendance d'ailleurs au niveau national, au-delà de nos plateformes. Après, ça ne doit pas cacher le fait qu'il y a une vraie question à laquelle on doit répondre dans les prochaines années, c'est comment on fait quand on sait qu'un tiers des agriculteurs va partir à la retraite dans les 3 prochaines années, et comment on fait quand, sur les 20 dernières années, le nombre d'agriculteurs a dû baisser de plus de 30%. Je crois que c'est 34% le chiffre, quelque chose comme ça. Donc, effectivement, il y a de plus en plus de néo-paysans, mais on parlait du problème de l'endettement. Il y a aussi l'image du métier d'agriculteur, qui est une problématique aujourd'hui. Et ça, on n'a pas la réponse de qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ces départs massifs et non-renouvellement. C'est surtout l'élevage laitier où il y a un problème, parce que sur tout ce qui est petit élevage, caprin, etc., il y a beaucoup de demandes et il y a de la reprise. Le problème, c'est l'élevage laitier. C'est vrai, il faut avoir la vocation des vaches et c'est pas évident, quoi. C'est un vrai sujet, notamment chez Danone, etc. Ils ont un vrai problème, quoi. Les gars qui ont personne pour reprendre derrière. Et c'est vrai que le gros élevage bovin, ça fait plus peur, quoi. C'est moins évident et ça a des investissements énormes. Donc c'est surtout là c'est difficile, ouais. Et du coup, je me questionne parce que vous faites des prêts d'un certain montant, mais par exemple, c'est la question qui va être abordée demain par la conférence animée par Hélène. S'il y a des néo-ruraux, donc des néo-agriculteurs qui veulent s'installer et qu'il y a des besoins d'énormément de fonds, moi j'ai entendu dire que c'était assez difficile d'accéder à du foncier, quand bien même on avait l'argent, et que souvent en plus on n'a pas l'argent. Quelles sont les autres solutions de financement qui existent pour l'accession à ce type de métier? Il y a Terre de Liens qui peut… vous connaissez
l'association Terre de Liens, hein, qui rachète des terres pour installer des agriculteurs en bio et leur font un bail environnemental. Voilà, donc il faut se rapprocher à ce moment-là de Terre de Liens. Les banques peuvent faire du portage foncier, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de racheter toute la terre, ils la rachètent pour vous et vous remboursez au fur et à mesure du temps. Ça a à voir avec les banquiers, mais il y en a, enfin, en tout cas, le Crédit Mutuel avec qui on a des bonnes relations, et ils font du portage foncier. Après, ce qu'il faut, c'est avoir un diplôme agricole, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de diplôme agricole, pas de BPREA, là, là, c'est très compliqué de récupérer une terre pour faire de l'agriculture. Enfin voilà, je ne sais pas Sophie ce que tu en penses, mais les gens qui n'ont rien et pas de diplôme, pour le coup, ils ont du mal à préempter. Il y a une préemption de la SAFER et la SAFER leur donnera pas le terrain, quoi. Ouais, complètement. Et après, complètement, et pour compléter sur l'accès au financement, au-delà des plateformes de financement participatif, des banques, vous avez forcément des fonds européens, hein. Vous avez l'État qui peut intervenir. Il y a des appels à projets sectoriels, BPI France. Il y a les collectivités territoriales. Vous avez des subventions à plusieurs échelons auxquels les agriculteurs peuvent aussi candidater. Il y a des réseaux comme le réseau Initiative France, le réseau France Active, qui peuvent aussi accompagner aujourd'hui les agriculteurs, par exemple en faisant des prêts d'honneur. Donc, ça veut dire que ce sont des prêts à taux zéro qui sont conditionnés aussi à un prêt bancaire à côté. Donc voilà, il y a quelques sources de financement qu'on peut additionner comme ça. Et alors, juste, il y a certains demandes, parce que du coup, il y en a pas mal, je crois, que ça intéresse très concrètement sur le type de diplôme. Est-ce que, par exemple, quel type de diplôme pour faire de l'agroécologie? Est-ce qu'un diplôme ingé agronome, c'est suffisant, notamment pour accéder à ce type? Donc après, je ne sais pas si vous avez les réponses ou s'il y a peut-être des sites ressources aussi ou un organisme justement qui conseille un peu toutes ces personnes-là sur les démarches. De toute façon, il faut aller voir la chambre d'agriculture de l'endroit où vous voulez vous installer, parce que c'est quand même c'est leur job, hein, de vous conseiller. Donc, ils sont là pour ça. Donc, faut pas hésiter à aller voir la chambre d'agriculture du coin. Eux, ils savent tout, les subventions, les trucs, parce que ça change, hein, d'une région à une autre. C'est totalement différent. Il y a des régions, c'est super dynamique, d'autres pas du tout. Donc déjà, la chambre, le GAB, groupement d'agriculture biologique. Donc il y a des GAB, donc, si vous voulez faire de l'agriculture biologique. Donc c'est le réseau FNAB, hein, Fédération nationale d'agriculture biologique. Donc les GAB, il y en a dans tous les départements. Donc c'est aussi des gens qui sont là pour accompagner, faire de la formation, et il faut juste passer un BPREA, enfin ingénieur agro. Alors c'est le top, hein, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'êtes pas agro, il faut passer un BPREA et ça prend un an. C'est pas tous les jours, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'école, sur les bancs de l'école tous les jours, mais il faut qu'il y en ait un des deux. Souvent on a des couples, et il faut qu'il y en ait un des deux qui a un diplôme pour après avoir accédé voilà, à la terre, parce que sinon c'est compliqué, quoi. Ouais. C'est ceux qui me disent ah oui mais moi j'ai pas de diplôme, bah ouais mais j'ai pas de diplôme, j'ai pas d'argent, bah ouais, ça va être compliqué, quoi. De toute façon, ce que je dis à tout le monde, c'est qu'il faut quand même avoir un minimum de fonds propres pour se lancer dans n'importe quelle activité entrepreneuriale. Si vous n'avez pas de fonds propres du tout, même pas 5 000, 10 000 euros de côté, ça veut dire que vous ne prenez pas de risque. Et donc, les banquiers ne vont pas vous suivre. Voilà, ils vont considérer que vous prenez zéro risque. Et donc, clairement, ils vont avoir du mal à vous financer. Il faut toujours mettre un petit peu de fonds propres pour montrer qu'on y croit, quoi, et qu'on prend nous aussi. Enfin, voilà, que je prends des risques, je crois en mon projet, donc aidez-moi, quoi. Mais il faut des fonds propres pour faire effet de levier. Et puis, ce fameux BPREA qui n'est pas si compliqué. Enfin, je connais personne qui l'ait raté, hein. Enfin, je sais pas. Moi, je ne l'ai pas. Et puis après, vous avez des associations aussi qui existent pour faire de la formation continue. Chez Mimosa, on travaille beaucoup avec pour une agriculture du vivant, qui est une association, par exemple, qui propose des formations à l'agroécologie. Donc voilà,
on a des petites opérations avec eux où, par exemple, on met en place des systèmes d'appel à projets où vous candidatez, vous faites une collecte de financement participatif sur Mimosa et derrière, vous êtes aussi accompagné, vous bénéficiez d'un accompagnement gratuit par PADV et par leurs techniciens. Donc, il y a plusieurs dispositifs comme ça aussi qui peuvent se mettre en place tout au long de son parcours agricole. Très bien. Léa, tu voulais poser une question? Ou vas-y, comme tu veux. Enfin, Non, vas-y, honneur à toi, je n'en ferai rien. il y a aussi la question justement du financement un petit peu du secteur conventionnel et de l'avenir de la PAC notamment. Il y a eu quelques questions sur ce sujet-là, un petit peu quel avenir pour des agriculteurs conventionnels. Vous avez parlé du problème des agriculteurs qui vont à la retraite et notamment quand on parle du financement, on n'a pas parlé de la PAC, mais qui est quand même un élément central dans l'agriculture aujourd'hui, même si ça ne finance pas forcément les agriculteurs que vous soutenez justement, ça en finance quand même une autre grande partie qui est majoritaire en France. Est-ce que vous avez, si vous voulez nous partager un peu vos réflexions sur ces sujets-là? Vas-y, Sophie. Hein. Si ça vous inspire, évidemment. La PAC, c'est jamais simple comme sujet. Non, effectivement, aujourd'hui, tout le monde en appelle à ce qu'on appelle un verdissement de la PAC, puisque aujourd'hui, en fait, la PAC, elle est encore majoritairement fléchée à l'hectare. Donc, ça veut dire que plus vous avez une grande exploitation, plus vous êtes financé par la PAC, ce qui n'est pas forcément toujours cohérent avec les enjeux notamment de transition qu'on peut avoir, les enjeux par exemple d'agroforesterie qu'il faudrait mettre en place sur certaines exploitations avec la plantation de haies, la plantation d'arbres, etc. Voilà, il y a effectivement un enjeu qui est important aujourd'hui à essayer de flécher et d'accélérer la transition à travers ces financements. Je ne sais pas si tu veux compléter, Emmanuel. Emmanuel, je ne sais pas si tu veux compléter aussi. Je sais pas. En tout cas, quand je regarde des plans de financement pour du prêt, il ne faut pas que la rentabilité du modèle économique dépende que des subventions, quoi. Là, je me dis, oh là, parce qu'en plus, ça bouge. On a eu des cas où il y a eu du retard dans les paiements de la PAC. Voilà, il y a eu des périodes assez compliquées. Mais j'ai pas reçu ma PAC, donc je peux pas vous rembourser, etc. Et donc on fait attention à ce que ce soit que du plus aujourd'hui. Pareil, on est dans un environnement incertain, on ne sait pas ce que ça va être demain. Il y a des lobbying dans tous les sens. Voilà, il y a eu des plaidoyers dans tous les sens pour verdir la PAC. Aujourd'hui, rien n'a bougé. Donc, moi, en tout cas, quand je regarde un plan de financement, je me dis, bon, OK, ça doit être du plus. C'est le matelas en plus, mais surtout, il ne faut pas que votre exploitation, elle dépende de ça, quoi. Sinon, ça veut dire que votre modèle, il est pas durable, quoi. Hein, voilà ce que je peux dire, mais sur ce que ça va devenir, je sais pas, il y a plein de gens qui font des plaidoyers pour PADV, ferme d'avenir. Voilà, il y en a plein qui essayent de pousser le sujet, hein, on le sait, hein, mais aujourd'hui c'est à l'hectare, hein, c'est clair. Enfin, plus vous êtes grand, plus vous touchez d'argent. Voilà. Et c'est d'ailleurs une des pistes de suggestion pour vous, citoyennes et citoyens confinés. Il y a notamment une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC, qui vous permet de mieux comprendre les enjeux et de mener des actions sur le long terme. Donc, c'est un peu plus long qu'une pétition. C'est genre, il faut s'engager sur le long terme, suivre, être formé, tout ça, mais ça a l'air d'être une aventure assez intéressante. On se dirige doucement vers le quatrième quart d'heure de cette conférence. Et c'est intéressant de voir aussi comment vos structures vont évoluer, vous aussi, peut-être dans les formes de prêts. Est-ce que, par exemple, il y a des agriculteurs qui ont voulu faire des prêts pour monter eux-mêmes leur drive fermier ou leur plateforme de commercialisation? Comment vous avez pu peut-être les aider là-dedans? Donc, peut-être je passe la parole à Sophie. J'ai vu que vous aviez carrément lancé un site connexe, vous, Sophie. Ah, tu veux dire par rapport à la crise actuelle? Ouais. Effectivement, nous, on a essayé à notre niveau de répondre aux besoins des agriculteurs pendant cette crise sanitaire. Il y en a plusieurs, hein. Il y a un besoin d'écouler leur stock.
Donc, de la même manière qu'Emmanuel l'a dit, Mimosa s'est un peu transformé en marketplace ou plateforme de e-commerce pour certains fromagers, par exemple, qui avaient besoin d'écouler des stocks de fromage, donc qui ont lancé des collectes sur Mimosa. On a également lancé une plateforme qui s'appelle Alimentation citoyenne, sur laquelle vous pouvez retrouver à l'échelle de votre département les propositions de vente directe d'agriculteurs pendant cette période qui effectivement n'accèdent plus au marché, n'accèdent plus à la restauration collective, à la restauration tout court. Sur cette plateforme, on propose également des missions pour les agriculteurs qui ont besoin de bras, en partenariat avec d'autres initiatives qui ont été lancées sur le sujet. Il y a un besoin de trésorerie pour certains. Donc, on a lancé une offre de prêt court terme pour répondre très rapidement à des besoins de prêt sur des durées d'amortissement courtes, mais pour venir répondre à des besoins de trésorerie. Et puis, comme je le disais un petit peu tout à l'heure, nous, ce qu'on sent aussi, c'est que c'était déjà un argument différenciant des plateformes, mais qui a un vrai besoin de rapidité et de simplicité, là où il peut y avoir une petite inertie côté des acteurs bancaires. Et donc, il y a aussi un intérêt aussi de passer par des plateformes qui apportent une réponse en 48 heures sur les différents besoins. Donc, voilà, nous, ce qu'on a vu à notre échelle. Et ce qui est intéressant, ça, c'est côté besoins agriculteurs. Et ce qui est intéressant côté citoyen, c'est que après les premiers jours d'annonce du confinement, mi-mars, on a eu une période où il ne s'est pas passé grand-chose pendant 2 jours. Et puis, la semaine d'après, on a enregistré, nous, un record d'audience et de contribution sur la plateforme Mimosa. Preuve vraiment de l'élan aussi de solidarité et d'envie de faire quelque chose des citoyens. Donc, c'était assez stimulant et encourageant de ressentir ça. Ouais, nous aussi, on a battu notre record en avril. C'est incroyable. Donc, il y a un vrai élan de solidarité et une prise de conscience que la transition alimentaire est quand même… la transition alimentaire vers des circuits courts est ultra importante aujourd'hui et nécessaire. Je sais plus que… Ouais, alors nous, ce qu'on fait aussi, c'est comme… En fait, on est sur un écosystème lié à l'agroécologie. Donc, on a des gens sur toute une chaîne de valeur. Donc, ça va du champ à l'assiette. Et donc, aujourd'hui, on a mis en relation des magasins de producteurs qu'on a financés avec des viticulteurs, avec des brasseurs, etc. Et donc, on est aussi aujourd'hui un moyen de mise en réseau. Et on fait faire du business avec les différentes personnes qu'on a financées. On les met en relation. Donc, c'est ça aussi, il y a une communauté. L'intérêt d'une plateforme et de passer par ce genre de plateforme, c'est que on est sur une plateforme affinitaire, une communauté d'intérêt avec des gens qui portent les mêmes valeurs, qui vont dans le même sens. Et du coup, il y a une entraide et des porteurs de projets complémentaires qui vont commander l'un chez l'autre, etc. Donc, c'est aussi ça qu'on fait aujourd'hui. De la mise en réseau, on appelle un tel, est-ce que tu peux acheter le vin de bidule, etc. Et ça marche, c'est ça qui est génial, quoi. Je ne pensais pas, mais on expérimente de nouvelles choses. Et voilà. Et il y avait aussi cette histoire donc, de précommande. Donc, ça va bientôt être le déconfinement. On va pouvoir prendre l'apéro. Je pense qu'on est beaucoup à attendre ça. Et notamment dans les personnes je ne sais pas si c'est déjà le cas, il y a la brasserie de Lettres dont vous aviez parlé, qui avait tout misé sur la… Allez-y, commandez des bières. Ouais, ils sont en ligne. Donc, ouais. je me permets parce qu'en fait… C'est du e-commerce, ils disent au secours, aidez-nous, achetez-nous nos produits parce que les restos sont fermés. Donc, comme dit Sophie, on est devenu une plateforme de e-commerce aussi, de vente, quoi. C'est-à-dire que là, on leur file l'argent au fil de l'eau, c'est-à-dire que dès qu'il y a des commandes, on passe tout le temps, on fait des virements tous les jours et ils livrent direct. Donc, le vin, c'est 3 jours, fait partir Chronopost. Et voilà, donc on fait des virements tous les jours. On n'attend pas la fin de la campagne pour leur donner l'argent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens là qui ont pour mission durant la semaine, en tout cas certains se sont donné cet objectif d'aider des transformateurs ou des agriculteurs locaux
Et donc, c'est un bon moyen. En fait, ils peuvent trouver sur vos plateformes respectives de quoi faire des précommandes, convaincre leurs voisins de palier, leurs amis et faire des commandes en gros, notamment par exemple pour la brasserie de lettres, qui est une brasserie que moi je connais parce que là, je parle alimentation, mais ma spécialité, c'est les poubelles. Et en termes d'économie circulaire, la brasserie de lettres, ils sont juste extraordinaires. Donc, n'hésitez pas à aller. Peut-être, Emmanuel, tu peux mettre le lien. Il va être content, Loïc, hein, que tu fasses ça. C'est un beau Ça y cadeau. est, le lien de la brasserie est dans le chat déjà. Ça y est. Bravo. Et Merci. Super Bravo. contributeur Voilà, qui… je pense qu'il t'offrira des bières gratos. Voilà. Léa, est-ce que tu as peut-être une dernière question pour nos intervenantes? Bah moi, je voulais vous poser une dernière question. On l'a un petit peu évoqué tout au long de cette conférence et vous avez donné des pistes d'action, mais je trouve ça bien de peut-être récapituler. S'il y a justement, en tant que citoyen, il y a une prise de conscience qui est en train de se généraliser ou en tout cas qui est grandissante. De plus en plus de personnes se posent des questions sur que faire pour aider les agriculteurs. Donc nous, on leur donne des actions tous les jours et on leur suggère des actions à mener. Pour autant, vous, sur l'aspect financement de ce point de vue-là, les gens ont des moyens qui sont évidemment variés. Mais en tant que citoyen, à travers le financement et aussi au-delà, qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui veulent agir? Où est-ce qu'ils peuvent avoir une action juste et impactante? Donc, où est-ce qu'ils devraient mettre leur énergie? J'y vais. Moi, je pense qu'il y a deux réponses à ça. La première, et je pense qu'effectivement, les plateformes de financement participatif peuvent être un élément de réponse intéressant. La partie don avec contrepartie, la partie précommande, prévente, quelle qu'elle soit, c'est de la philanthropie locale. C'est comment je suis acteur de mon territoire et comment je vais accompagner des initiatives, que ce soit une brasserie, que ce soit une épicerie vrac, que ce soit un maraîcher qui diversifie son exploitation, comment j'accompagne des initiatives qui vont dans un sens, dans le sens que je veux, sur mon territoire. Ça, c'est le premier axe qui permet d'agir de manière très concrète avec un ticket d'entrée qui est de 5-10 euros et qui permet finalement à quasi tous les porte-monnaies de pouvoir être acteur d'un projet. Le deuxième axe qui pour moi est important, c'est celui de donner du sens à son épargne. On en parlait un petit peu, hein, là on parle de finances, mais aujourd'hui, rappelons-le, hein, il y a quand même 5 000 milliards d'euros de patrimoine financier en France, qui aux 2/3 dans des comptes courants, dans des livrets bancaires, dans de l'assurance vie. Et ça, on ne sait pas toujours ce que ça permet de financer. C'est Oxfam qui rappelait que 70% de notre épargne bancaire, elle finance les énergies fossiles et que la part de l'épargne solidaire, donc ce qu'on fait faire à notre argent, c'est encore trop peu alloué à des objectifs de transition. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, c'est pas encore suffisamment un réflexe, celui de mettre son épargne au service d'un changement de consommation. En fait, aujourd'hui, l'épargne, c'est souvent la grande absente des changements qu'on a envie d'entreprendre dans sa vie. C'est-à-dire que je vais consommer local, je vais arrêter d'acheter et je vais juste être sur de l'occasion. Je vais arrêter, je vais consommer zéro déchet, etc., etc. Et en fait, je ne me pose pas suffisamment la question de l'impact que peut avoir mon épargne, alors que potentiellement, c'est un des plus gros impacts qu'on peut avoir. Et en fait, c'est dingue parce qu'on se disait là, au mois de mars, au mois d'avril, les Français ont été hyper solidaires, ils ont pris plein d'initiatives. Mais en fait, les Français, ils ont aussi placé 3 fois plus d'argent sur leur compte de dépôt et leur livret en mars. Enfin, on est à 20 milliards d'euros. D'habitude, on est plutôt à 6. Et du coup, il y a une vraie question de se dire, il y a peut-être un petit réflexe à avoir sur flécher une partie de cette épargne quand on peut, hein, et quand on en est capable, sans mettre tous ses œufs dans le même panier, on l'a déjà dit, vers des plateformes de financement participatif qui, je pense, peuvent, au-delà de l'inspiration sur le changement de pratiques de consommation, activer votre argent sur des projets très concrets d'économie réelle et de transition. Faites des cadeaux et faites vos cadeaux de Noël, vos cadeaux pour votre maman sur les campagnes de dons avec contrepartie. Ouais. Faites plaisir à 2 personnes, à la maman et au porteur de projet. Vous aidez 2 personnes. Non, mais c'est ce que je dis, c'est un cadeau qui aide 2 personnes, enfin qui fait plaisir à 2 personnes.
Emmanuel, merci beaucoup Sophie, et on te rejoint complètement. Donc on a fait tout un épisode notamment pour présenter la NEF, qui est une banque éthique qui présente bien justement quel est l'impact notamment de son épargne et que c'est un des gros leviers aujourd'hui d'impact. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien. Et Emmanuel aussi, le mot de la fin pour les actions. J'en avais parlé un peu au début, c'est-à-dire on peut aider Solidarité Paysan, devenir bénévole pour aider ceux qui sont en grande difficulté. Financement, Sophie en a parlé. Et puis leur apporter vos talents, vos talents en communication marketing. Alors il y a quelqu'un qui disait mais comment on fait pour les trouver? Alors nous on peut par les gens qu'on a financés, on en connaît qui ont des besoins. Donc voilà, après, il n'y a pas de site qui référence tous les besoins en marketing, communication des agriculteurs, mais voilà, C'est un des projets de nos groupes de bénévoles qu'on a accompagnés il y a 2 semaines, AgriMatch. C'est une plateforme pour que les agriculteurs puissent énoncer des besoins afin que des particuliers bénévoles puissent les aider. Donc, c'est en projet en tout cas, si ça n'existe pas encore. Ouais. Il y en a, il faut les aider sur la compta aussi. S'il y a des comptables, n'hésitez pas. En gestion, les papiers, il y en a qui sont nuls en papier, qui remplissent pas leur… Voilà. Non, ils ont des besoins en tout. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut être couteau suisse et qu'ils ne le sont pas toujours. Voilà. Donc, voilà le mot de la fin. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel. Et peut-être avant qu'on se quitte, je voulais vous demander à tous et à tous, ce qu'on aime bien chez Make Sense, c'est aussi savoir avec quoi vous repartez de ces conférences, ce que vous avez appris, ce qui vous a surpris ou ce que vous en retenez. Donc, ce qu'on vous propose pour les dernières 30 secondes, avant de vous partager aussi des opportunités pour continuer à s'engager, notamment des conférences, mais aussi des actions concrètes à mener, est-ce que vous pourriez nous partager sur le chat en 2-3 mots, une phrase, une info sur ce avec quoi vous repartez? C'est parti. Alors, il y en a qui demandent si vous recrutez, donc je pense que ça s'adresse aux deux, mais sachez que si vous avez des offres d'emploi, c'est le moment aussi. Il y en a plus chez Mimosa, hein, non? Nous, c'est un peu compliqué, mais… C'est possible. Comment? Oui, c'est… n'hésitez pas à aller sur le… on a une page sur Welcome to the Jungle, si vous voulez en savoir plus sur l'équipe et voir un petit peu ce qui est disponible comme poste. Donc, dans ce qu'on retient, on a l'envie de continuer à en apprendre plus. C'est super parce que c'est l'objectif de ces conférences inspiration. On peut évidemment pas creuser tous les sujets, mais l'idée, c'est de vous donner envie d'aller plus loin et de vous donner des premières clés pour approfondir. Certains repartent avec changer son épargne, diversifier les investissements dans la production, plein d'espoir pour la suite, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, l'envie d'aider sa famille, m'associer dans la ferme, l'engouement dans cette période de crise pour le financement de projets, ça fait plaisir, changer d'épargne, boire de la bière, de la diversité, ça va germer, toutes les questions politiques, envie de leur faire confiance et donc de donner des sous, les questions sur quel futur de l'agriculture, manger des œufs de poule, de canard et beaucoup de merci. Donc, on vous remercie vraiment d'avoir donné 1 heure de votre temps chacune dans cette période où on sait que vous êtes aussi très chargés pour venir nous apporter ces décryptages qui sont absolument essentiels, à la fois sur votre activité, mais plus généralement sur le secteur de l'agriculture. Pour ceux qui veulent continuer à s'engager ce soir, sachez que se termine la clôture des inscriptions pour nos programmes Réaction. Si vous voulez aider des agriculteurs, mais aussi des sans-abri, le personnel soignant ou vos aînés, je vous mets aussi les liens. Et ces conférences sont participatives. Si vous voulez vous-même organiser sur la Make Sense TV des formats inspiration, débat, action ou autres, sachez qu'on diffuse absolument tous les contenus qui sont liés à la résolution des enjeux sociaux et environnementaux. Donc, n'hésitez pas aussi si vous voulez devenir vous-même présentateur et animateur, comme le fait Hélène demain pour la Superconf. Et donc, la dernière page de pub sur Hélène. Allez, on refait un petit tour. Et peut-être le lien, tu mettras le lien dans le… avant que tu m'en occupes. Je l'ai Génial. remis Bon, mais il y a beaucoup de messages, donc c'est peut-être perdu. Voilà, demain, 11h, on fait, avec François qui est parmi l'assistance là, on organise une petite conférence plutôt axée sur l'industrie du lait pour faire un petit état des lieux de l'agriculteur et de la filière laitière en France. Le frère de François, Adrien, qui est donc lui-même éleveur laitier, va présenter un peu comment il s'investit au sein d'une marque qui défend une agriculture équitable pour une rémunération juste des agriculteurs.
Et voilà, l'idée, c'est de réfléchir un peu ensemble à comment, en tant que consommateur, on peut faire changer l'agriculture de demain. Voilà. Donc, venez nombreux. Et donc, les liens sont au-dessus pour ceux qui les demandent, hein. Il y a On le le lien remettra événement encore. de François. Et au-dessus, moi, j'ai mis les liens pour la Make Sense TV et pour les programmes Réaction. Et ben, merci beaucoup. Antoine, un mot de la fin? Un petit jingle, comme tu sais faire? J'ai malheureusement pas ma guitare ni d'harmonica que sur moi. Je vais juste remercier les intervenantes et remercier toutes et tous qui êtes venus, qui avaient posé des questions. Et moi, ce qui m'a fait très plaisir et ce que je retiens, c'est qu'en live, pendant qu'on nous écoutait, il y a eu des gens qui ont directement acheté des bières et des gens qui ont investi leur argent aussi chez Mimosa. Enfin, chez Mimosa, chez des agriculteurs via Mimosa. Donc ça, j'aime bien. On ne fait pas que jacasser chez Make Sense pour parler du monde, on agit aussi directement. Et ça, je trouve ça stylé, que même nos conférences, on passe à l'action, même pas après la conférence, c'est pendant la conférence. Sur ce, je vous dis à bientôt. Les conférences, pour ceux qui ont envie de la regarder demain et après-demain, parce que c'était vraiment trop génial, sachez qu'elle est disponible donc sur la page Make Sense, mais aussi sur demande sur le Airtable de Réaction Alimentation. À bientôt à toutes et à tous. Merci Léa pour la co-animation. Merci pour Merci à nos toi. superbes expertes intervenantes. Et merci à Hélène pour la conférence de demain. Ciao! Au revoir. À Au bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir.